Salut, c'est Jonathan. Bienvenue au podcast de ma semaine Star Wars. Salut tout le monde, bienvenue à l'épisode 54 du podcast Ma semaine Star Wars. Et aujourd'hui, ça va être un épisode en lien avec l'univers canon de Disney de Star Wars. Puis on va prendre le temps de parler d'une petite nouvelle qui se nomme Blade Squadron. Puis pour les nouveaux, juste rapidement, un petit rappel de qu'est-ce que l'émission, qu'est-ce que le podcast Ma semaine Star Wars. Bien, c'est tout simplement moi qui va vous parler. Depuis le début, depuis l'épisode 1, je vous parle de l'univers légende de Star Wars. Donc, je prends le temps de parcourir toutes les lectures qui existent, autant romans, comics, nouvelles, en lien avec l'univers légende de Star Wars. Et en plus, j'y vais de la façon chronologique des événements. Donc, je recule le plus loin possible dans la ligne du temps de Star Wars, de l'univers légende. Puis là, on avance épisode après épisode en lisant ce qui existe sur la ligne du temps. Par contre, aujourd'hui, ça va être le premier épisode en lien avec l'univers canon. Parce que ça faisait plusieurs mois, années que je lisais quand même du canon de Star Wars. Puis j'en ai jamais vraiment parlé à l'émission. Fait que je me suis dit, tant qu'à lire ça, je vais prendre le temps de commencer à le partager avec vous dans l'émission. Puis aujourd'hui, ça va être le premier épisode en lien avec ça. Puis la seule petite différence, contrairement à l'univers légende, je vais faire mes lectures de façon en ordre de leur publication pour ce qui est de l'univers canon. Tu sais, vu que c'est un univers qui est en constante évolution, contrairement aux légendes qui est terminé, si on veut, depuis que Disney a racheté Star Wars, le canon, lui, continue toujours à avoir du nouveau contenu. Fait que si j'y avais été de la façon chronologique, je pense que ça aurait été un petit peu pénible faire les émissions parce qu'on s'entend, là, il y aurait tout le temps des nouvelles publications qui viendraient s'ajouter dans la ligne du temps un peu partout. Donc, je me suis dit, on va y aller en ordre de publication, puis ça va être plus simple de cette façon-là. Donc, c'est un peu ça rapidement. Donc, si c'est quelque chose qui vous intéresse d'en savoir un peu plus sur qu'est-ce qui existe au niveau de la littérature de Star Wars, autant univers légende que canon, mais je vous invite à aller écouter nos anciens épisodes. On est quand même déjà rendu à l'épisode 54, donc on a quand même quelques lectures de disponibles que j'ai pris le temps de vous parler. Donc, si ça vous intéresse, je vous invite à aller voir nos anciens épisodes. Sinon, aujourd'hui, je vais faire comme je fais tout le temps, je vais vous faire un petit retour sur mes dernières semaines. Je vous dirais côté Star Wars, ça a été assez tranquille. J'ai pas vraiment fait d'autres lectures. J'ai pris une petite pause un peu de mon côté en lien avec Star Wars. Là. J'avais le goût de lire quelque chose d'autre qui ne touchait pas à Star Wars, juste pour sortir un peu. Des fois, ça fait du bien de prendre une petite pause, comme je l'avais déjà fait aussi dans le passé. Je me suis lancé dans d'autres lectures. Là. J'ai lu un petit peu de Tolkien, j'ai avancé un peu. J'ai lu le deuxième roman du Seigneur des Anneaux, donc les 2 tours. Ça faisait très longtemps que je ne l'avais pas lu. Puis là, j'ai terminé. C'est pour ça que là, on revient avec du Star Wars. Puis très content. Ça a fait quand même du bien, cette petite pause-là. Puis je vais en faire sûrement d'autres au courant de l'année. Là, je fais tout le temps un peu ça. Là. Je me concentre pas juste à aller 100% du Star Wars, même si c'est ça, pas mal la majorité de ce que je lis. Mais une petite pause de temps en temps, ça fait toujours du bien. Maintenant, je vais vous parler un peu de mes dernières réceptions. J'ai reçu, je me suis procuré récemment un petit one-shot, un petit comic qui se nomme Star Wars Adventure Shadow of Vader's Castle. C'est un petit one-shot, comme je disais, parce que tout simplement, je me suis rendu compte que j'avais oublié de me procurer ce comic-là. J'ai pas mal je crois que je me suis tout procuré ce qu'il y avait comme comic en lien avec la série des Vader's Castle qui était publié à l'époque chez IDW. Puis le 8 octobre, pour vous, ça va être déjà passé, mais pour moi, au moment où j'enregistre, c'est la semaine prochaine. On a une édition Deluxe Library Collection qui va contenir tout ce qui est en lien avec les Star Wars Vader Castle. Puis je me suis rendu compte en m'informant un peu sur cette édition-là qu'il y avait un one-shot dedans que moi, je m'étais juste jamais rendu compte que j'avais pas ce comic-là à ma possession. Donc, je me suis arrangé dans les derniers mois à le rechercher pour pouvoir me le procurer. Puis, tu sais, je voulais pas me racheter l'édition collection de Dark Horse Comics en lien avec Vader's Castle parce que j'ai toutes les autres comics, ça aurait été un peu excessif. Donc, je me suis dit, si je peux trouver au moins juste le petit one-shot, ça va être bien correct. Je vais avoir complété les comics de cette série-là, puis je vais pouvoir passer à d'autres choses. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je me suis procuré ce petit comic-là. Sinon, autre petite réception, je me suis procuré le 3e roman
qui se nomme From a Certain Point of View. Return of the Jedi, c'est finalement c'est comme une compilation de nouvelles qui a été créée en lien avec le 40e anniversaire du film Return of the Jedi, donc le 6e film de Star Wars. Puis là, un peu le concept de ça, c'est qu'on a 40 histoires à l'intérieur de ça, fait par 40 auteurs différents, qui va se passer tout au long du film Return of the Jedi, puis ça va être en lien avec des personnages un peu qu'on voit en arrière-plan, puis là, on va avoir des petites aventures qui leur arrivent pendant le film, puis ça vient s'entremêler avec les scènes qu'on connaît du film. Donc, quand même intéressant. J'avais déjà les 2 autres éditions 40e anniversaire qu'il y avait eu pour A New Hope puis Empire Strikes Back. Puis là, évidemment, il manquait celui-là, donc je me suis procuré. J'ai toujours pas lu ces 3 romans-là, mais c'est éventuellement quelque chose que je vais faire puis que je vais prendre le temps de vous partager dans l'émission. Donc, encore une fois, restez à l'écoute pour dans le futur. C'est sûr que ça ne sera pas tout de suite parce que si on comprend un peu le principe que je fais avec mes lectures canon, ben si je vais en ordre de publication, on en a pour un petit bout avant de se rendre là. Mais de toute façon, c'est pas grave. On a tellement de choses que on y arrivera bien un jour avec ces choses-là. Sinon, juste une petite mention aussi que je voulais faire. Là, je suis un peu en retard, tu sais, selon quand je publie cet épisode-là. Ça fait quand même quelques semaines que c'est arrivé, mais je voulais quand même le mentionner. Juste souligner un peu la triste nouvelle du décès de l'acteur James Earl Jones, qui est décédé à 93 ans, le 9 septembre 2024. On va connaître cet acteur-là pour la voix de Darth Vader dans les films. Depuis la création du premier film, ça a tout le temps été lui qui faisait la voix de Darth Vader, une voix iconique, aimée de tous les fans de Star Wars. Évidemment, la voix en anglais, là, on s'entend. C'est un acteur anglophone. Puis moi, un peu étrange, j'ai écouté pour la première fois la voix de Darth Vader en anglais récemment parce que j'ai tout le temps écouté les films Star Wars en français et tout ça. Puis là, maintenant, je veux les écouter en anglais. Je veux apprendre un peu, m'habituer aux voix des acteurs anglophones, puis un peu aussi à toute la narration en anglais des films. Donc, je ne suis pas un super connaisseur de James Earl Jones, mais quand même, je voulais le mentionner juste pour dire que, tu sais, un peu reconnaître tout ce qu'il a fait dans l'univers Star Wars, qui est quand même quelque chose de très grand. Puis moi, j'ai quand même un souvenir de cet acteur-là dans un très vieux film qui s'appelle, en tout cas au Québec, en français, c'est Un prince à New York avec Eddie Murphy. Puis en anglais, je crois que le titre, c'est Coming to America. Il avait fait un rôle là-dedans, c'était justement le roi, le père de Eddie Murphy. Donc, je me rappelle un peu de lui là-dedans. C'était quand même un très bon film. Sinon, j'ai eu le plaisir de recevoir un commentaire d'un auditeur de l'émission. Un commentaire que j'ai reçu à partir de la plateforme de YouTube sur la vidéo du dernier épisode. Puis, ce qui est intéressant, c'est que dans le commentaire, la personne, là, je te mentionne pas, tu m'excuseras, je ne sais pas si tu aurais voulu que je mentionne ton nickname, quelque chose comme ça, mais comme ça n'a pas été mentionné, je ne prendrai pas de chance. Mais tout simplement, ce qui m'a un peu partagé avec lui, c'est qu'il me demandait comment j'entrevoyais un peu de lorsqu'on va être rendu à parler pour l'univers légende là, du jeu SWTOR, Star Wars The Old Republic, le jeu massivement multijoueur, parce que là, on comprend, on s'en vient très, très, très rapidement dans cette époque-là. Là, on a fait tout un peu l'introduction au dernier épisode avec le dernier des comics qui était en lien avec le jeu The Old Republic. Puis là, en plus, bientôt, je vais me lancer dans les courtes nouvelles, tout ça. Mais tu sais, de ce que j'ai répondu finalement, c'est que je pense pas avoir l'intention de faire le résumé de toute l'histoire du jeu The Old Republic parce que c'est quand même énorme, là. De mon côté, je vais peut-être m'amuser à regarder certains let's play juste pour moi, me faire un peu une tête. Tu sais, peut-être regarder un let's play avec un personnage qui est joué sur le côté lumineux, puis un autre avec un personnage sur le côté obscur de la force, juste pour voir un peu qu'est-ce qui se passe dans le jeu. Si jamais j'ai des choses qui me frappent, peut-être que je vais le mentionner à l'émission, c'est très possible. Mais je pense pas, par contre, me mettre à faire un résumé exhaustif de ce jeu-là. Tu sais, je m'étais permis de le faire avec les jeux KOTOR 1 et KOTOR 2. Tout simplement parce que c'était une histoire quand même, oui, avec beaucoup d'informations, beaucoup de détails, parce que ça a quand même été des gros épisodes quand j'ai fait ça. Mais c'était quand même un contenu un peu plus simple, si on veut. Pas une histoire moins intéressante, pas du tout. Là, c'était vraiment très bien comme histoire, mais plutôt au niveau de l'ampleur. Parce que là, on compare ça avec un MMORPG qui va avoir plusieurs, si on veut,
ajouts aux jeux qui vont être faits, des choses comme ça. L'histoire peut partir dans plein de directions. Fait que c'est quand même un peu énorme. Fait que je ne pense pas faire un résumé de ça. Ça me surprendrait beaucoup. Mais par contre, ce que j'ai dit, une chose que j'allais absolument faire, c'est que je vais prendre le temps de vous partager toutes les courtes histoires, les genres de petites nouvelles qui avaient été publiées sur le site du jeu de Star Wars The Old Republic. Puis je crois que même à ce jour, des fois, ça peut arriver, une fois ou 2 ans, une fois de temps en temps, qu'une nouvelle histoire sorte encore. C'est arrivé il n'y a pas très longtemps, je pense peut-être 1 an ou 2. Donc, je vais prendre le temps de toutes vous partager ces histoires-là. Moi, je les ai déjà lues, je vais les relire, puis encore là, faire un peu comme je fais à chaque émission, prendre le temps de faire un petit résumé, vous donner un peu mes appréciations. Donc ça, on va au moins faire ça. Puis, évidemment, si jamais je me rends compte en cours de jeu qu'il y a d'autres... en cours de jeu, excusez-moi, en cours de... qu'on avance sur la ligne du temps au niveau de l'ère de The Old Republic, si jamais je tombe sur d'autres contenus, exemple des campagnes de jeux de table, des campagnes de jeux de rôle, des choses comme ça, puis que l'histoire est quand même très intéressante ou qu'il y a quelque chose qui ressort un peu du lot, ben je vais probablement faire au moins une mention à l'émission, juste le mentionner. Moi, je me suis pris en note plein de choses que j'avais le goût d'explorer pendant cette période-là, puis voir si des choses sont intéressantes, mais ça ne veut vraiment pas dire que je vais tout partager à l'émission. Là. Je vais quand même éviter de mettre un peu de contenu qui pourrait être peut-être un peu trop intense. Là, mon but, je ne veux pas non plus passer 82 épisodes sur une seule période de la ligne du temps légende. Donc, je vais un petit peu me calmer de ce côté-là. Mais quand même, je voulais juste mentionner que j'étais très content d'avoir eu ce commentaire-là. Puis, c'est pas la première fois. Je crois que cet auditeur-là m'avait déjà écrit dans le passé aussi. Puis, ça me fait toujours plaisir d'avoir un commentaire comme ça puis d'échanger. Puis, bref, je vais te remercier pendant l'émission, juste te dire que c'était très apprécié, ce petit échange-là. Puis évidemment, ben, j'invite d'autres auditeurs à le faire si vous êtes intéressés. Puis n'oubliez pas, on a aussi la possibilité de le faire en version audio avec le SpeakPipe, plutôt speakpipe.com / ma semaine Star Wars. Vous me laissez un petit commentaire audio d'une longueur de, je pense, 90 secondes maximum. Donc, puis en plus, je pourrais le passer à l'émission, ça pourrait être intéressant. Donc, ben, c'est ça qui est ça. Là, c'est ça que je voulais dire. Donc, c'est pas mal ça pour ce qui est de les choses que j'ai faites dans les derniers jours en lien avec Star Wars. Puis là, je pense qu'on va se lancer tout de suite dans le contenu de notre épisode d'aujourd'hui, le comic Blade Squadron. On y va tout de suite. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgacher. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Donc, notre première lecture de l'univers canon Star Wars Disney. Là, on va commencer avec, comme je vous disais, la nouvelle Blade Squadron. Finalement, c'est une nouvelle, plutôt une nouvelle en 2 parties. Chaque partie était constituée de 6 pages chacune. Puis, les nouvelles ont été écrites par David G. Williams, Mark S. Williams, le 22 avril 2014 pour la partie 1 et le 10 juin 2014 pour la partie 2. Puis, évidemment, ces 2 nouvelles-là ont été publiées dans le magazine Star Wars Insider, le numéro 149 et le numéro 150. Évidemment, partie 1 dans le 149 et partie 2 dans le 150. Puis moi, j'ai fait la lecture de ces 2 nouvelles-là dans une compilation publiée par Titan qui se nomme Star Wars Insiders The Fiction Collection Volume 1. À l'intérieur, il y a plein de nouvelles qui ont été comme regroupées. Puis évidemment, il y a certaines nouvelles de l'univers légende et l'univers canon à l'intérieur de ça. Puis moi, ben, ces 2 petites nouvelles-là étaient inclus dans cette compilation-là. Aussi, la nouvelle Blade Squadron se passe, là c'est ça qui est le fun, vu qu'on est maintenant, on lit l'univers canon puis on y va en ordre de publication, on va beaucoup se promener sur la ligne du temps de l'univers canon de Star Wars. Puis cette fois-ci, cette nouvelle-là se passe 4 ans après la bataille de Yavin. Donc là, c'est la première fois qu'on a un texte qui est plus loin un peu que le premier film, Un Nouvel Espoir, Un New Hope, qui est paru dans les années 70. Donc, on se trouve 4 ans après la bataille de Yavin. Puis, ce qui est le fun aussi, c'est que cette nouvelle-là va se passer durant la bataille de Endor, lors du 6e film, là, l'épisode 6, Le Retour du Jedi. Puis, c'est vraiment pendant la grande bataille finale sur Endor. Une autre particularité de cette nouvelle-là, c'est que c'est la première histoire, en dehors des films et de la série Clone Wars, qui fait partie du nouveau canon Disney,
après le reboot qui a suivi l'achat de Disney de Star Wars le 24 avril 2014. Puis si vous vous rappelez bien, tantôt, j'ai dit que la partie 1 de cette nouvelle-là est sortie le 22 avril. Donc, c'est paru. Puis après, on a eu l'annonce comme quoi que Disney allait tout prendre ce qui a été écrit dans le passé au niveau des histoires, les romans, les comics, tout ça de Star Wars, puis mettre ça sur une ligne séparée, une ligne de temps séparée qui s'appelle Légende. Bien, exceptionnellement, comme cette nouvelle-là était en 2 parties, puis qu'il y en avait une partie qui était avant l'annonce de la fin de la ligne du temps, puis la création de la nouvelle ligne du temps, ils ont quand même décidé de dire que la nouvelle Blade Squadron allait faire partie de la nouvelle ligne du temps canon. Donc, c'est officiellement notre première histoire, notre première fiction, si on veut, qui est intégrée à la ligne canon de Star Wars. Évidemment, si on exclut les 6 films de Star Wars, l'épisode 1, 2, 3, l'épisode 4, 5, 6, et la série de Clone Wars. Je crois qu'à cette époque-là, on avait peut-être 6 saisons. Donc, tout ça fait partie du nouvel canon. Puis aujourd'hui, on a cette première nouvelle-là. Donc, la petite nouvelle en question, ça va être un peu, si on veut, séparé en 2 groupes de personnes. On va suivre évidemment les rebelles avec les personnages comme la cadette Gina Moonsong, qui est une pilote de B-Wing, qui est une excellente pilote même aussi. Ils disent qu'elle est presque aussi bonne que Wedge Antilles. Mais par contre, c'est une genre aussi un peu, si on veut, une rebelle. Elle n'aime pas vraiment suivre les règles, mais c'est une excellente pilote. Puis sinon, on va avoir aussi dans l'Alliance, les rebelles, le lieutenant Braylon Stram, qui est un ancien officier naval impérial, qui est habitué à la discipline puis qui à suivre aussi les chaînes de commande. Mais on apprend rapidement dans l'histoire qu'il a déserté son poste sur Naboo il y a à peu près 1 an pour se joindre à l'Alliance, justement, à cause qu'il est arrivé certains événements, puis qu'il ne voulait plus faire partie de l'Empire, excusez-moi, puis maintenant, il est rendu avec les rebelles. Sinon, on a aussi un autre personnage quand même important, qui est le commandant Aiden Fox. Donc, lui, ça va être aussi un autre personnage qu'on va voir dans ce comic-là. Je vous parlerai tantôt un peu des personnages quand on sera rendu, des personnages de l'Empire, quand on sera rendu à ce niveau-là. Donc, en gros, ce qui se passe dans cette nouvelle-là, on a justement Gina Moonsong qui revient d'une pratique de mission à bord de son B-Wing. Puis là, aussitôt, elle est interceptée, si on veut, ou arrêtée par le lieutenant Braylon Stram, qui est furieux contre elle parce qu'elle n'a pas suivi les ordres pendant la mission test. Puis là, elle lui explique finalement que c'est parce que quand elle a vu les calculs du commandant Aiden Fox, ben, elle s'est rendue compte que ses calculs n'étaient pas bons, que c'était erroné. Puis que là, elle n'avait pas le temps de leur dire ce qu'elle voulait faire finalement, puis qu'elle est partie toute seule de son côté. Puis là, juste avant que le lieutenant Stram lui donne une infraction disciplinaire, bon, on voit que le commandant Aiden Fox intervient. Puis que là, évidemment, il explique comme quoi qu'elle a raison. C'est vraiment. Mes chiffres n'étaient pas bons. C'était des erreurs. Mais quand même, il n'est pas d'accord comme quoi qu'elle est partie toute seule de son côté. Elle aurait dû normalement prendre le temps d'informer de ce qu'elle voulait faire. Puis, tu sais, pour donner. Parce que, tu sais, on s'entend quand tu es une flotte comme ça avec des B-Wing, t'es mieux de rester en groupe parce que ça va te donner vraiment plus de chances de t'en sortir vivant que de partir toute seule de ton côté sans aviser personne. Donc là, par la suite, le commandant Fox apprend par l'amiral Akbar que demain, tout son escadron va être envoyé vers Endor. Fait que, on comprend que là, ils vont s'en aller vers justement la bataille finale qui se passe pendant le 6e film de Star Wars. Puis là, Gina est pas contente parce qu'elle apprend finalement, en voyant un peu les détails de la mission, qu'ils vont pas aller, ils vont pas être inclus dans l'attaque principale, mais plutôt ils vont être mis à l'arrière pour protéger, si on veut, justement, l'arrière de l'attaque. Fait qu'ils ne seront pas dans la grosse attaque principale. Fox voit très bien la tension, en plus, et la chimie qu'il y a entre Gina et Braylon. Parce que ça, en lisant un peu la nouvelle, on se rend compte que ces 2 personnages-là, Gina et Braylon, qui est le Braylon Stram, là, le lieutenant, ils ont comme une espèce d'attirance. Là. Il y a une petite tension entre ces 2-là. Ils se pognent tout le temps, mais on voit qu'ils ne se détestent pas bien non plus. Puis là, par la suite, la veille, si on veut, avant de partir pour faire cette grosse attaque-là,
le lieutenant Storm, il dort pas, il est en train de préparer plutôt l'attaque qui va se produire le lendemain. Puis on en apprend un petit peu plus sur ce personnage-là. On voit qu'il c'est pas quelqu'un qui a peur de mourir, mais il a plutôt peur de perdre. Lui, c'est plus... il aime pas ça, perdre, autrement dit. Là. Il veut que tout se passe bien, puis c'est pour ça qu'il se prépare vraiment comme ça. Il n'a pas joint la rébellion parce qu'il croyait qu'il allait gagner, mais plutôt parce qu'il voulait combattre justement l'Empire, parce qu'il s'est rendu compte finalement que c'était une force oppressive, puis qu'il n'était pas pour ça du tout, puis c'était pour ça qu'il avait déserté lorsqu'il était dans l'armée sur Naboo. Puis là, on se rend compte juste à la fin de la soirée, Gina rejoint Brelune dans ses quartiers, puis là, elle voulait s'excuser un peu de l'altercation qu'il y avait eu les deux après la pratique. Puis là, évidemment, on voit qu'ils se collent tous les deux. Fait que, on comprend qu'effectivement, il se passe quelque chose entre ces deux personnages-là. Là, maintenant, on va aller un peu du côté de l'Empire. Puis les deux personnages, si on veut, principaux qu'on va suivre de ce côté-là, c'est l'amiral Jared Montferrat. Puis tout de suite, je veux mentionner ce personnage-là, ce qui est très, très particulier quand on lit la nouvelle puis qu'on voit les dessins qui ont été ajoutés à cette nouvelle-là, un peu pour accompagner le texte. On se rend compte que l'artiste Chris Trevas, qui a fait les dessins, s'est énormément inspiré de l'acteur Mads Mikkelsen. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, ce nom-là, mais si je vous dis, par exemple, qui jouait le père de Jyn Erso dans le film Rogue One, je pense qu'il est sorti en 2016, ce film-là, Rogue One. Bref, c'est un visage, je vous dirais, qui sort vraiment de l'ordinaire. Il fait souvent des rôles. Moi, je l'ai vu dans d'autres séries, exemple, je pense à la série à l'époque qui s'appelait Hannibal. Puis, il y a un visage particulier. Il peut avoir l'air très, très, très sévère, très, très, très... faire un rôle un peu de psychopathe, là, ça y va très bien. Bref, c'est exactement de ce visage-là qui s'est inspiré pour faire le personnage de l'amiral Jared Montferrat, donc c'est quand même drôle. Puis justement, la vignette de l'émission aujourd'hui, je pense que je vais prendre le temps de mettre ça comme petite image juste pour vous montrer à quoi il ressemble. Donc, c'était une petite information comme ça que je voulais dire que j'avais trouvé quand même intéressante. Sinon, l'autre personnage, c'est le commandant Grad. Je pense que c'est un pilote de TIE Fighter, si je ne me trompe pas. Donc maintenant, si on s'en va justement avec l'Empire, on voit que l'amiral Jared Montferrat est à bord de son vaisseau, le Devastator, et qui est aussi en route pour rejoindre Vader à sa flotte à Endor. Évidemment, comme je le disais tantôt, c'est un impérial très, très, très cruel, tu vois, qui est un peu comme les bons impériaux qu'on est habitué de voir. Là, c'est quelqu'un, il n'y a pas de pitié, il est assez intense. Puis même qu'on voit qu'en chemin pour se rendre sur Endor, pendant le trajet, il capture 4 contrebandiers suspectés d'être des espions rebelles. Puis, juste pour s'en débarrasser, ils les expulsent tout simplement par le sas dans l'espace comme ça, puis on les voit comme mourir asphyxiés dans l'espace. Fait que, on voit que c'est un vrai impérial très, 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 très méchant. Par la suite, Montferrat arrive sur le pont du vaisseau et retrouve le commandant Grad, un des meilleurs pilotes de TIE Fighter, comme je disais tantôt. Puis, on voit tout de suite que la relation de ces deux-là, il y a vraiment de la haine. Là, Montferrat, il l'aime vraiment pas. Parce qu'il est très, très, très comme ennuyé par sa vantardise. Puis là, même à un certain moment, Montferrat lui expose une modification au plan d'attaque. Puis là, Grad veut lui suggérer quelque chose, mais tu vois que Montferrat, lui, il veut pas se laisser faire. Là. C'est pas question que l'autre se mêle de son plan à lui. Puis là, Montferrat dit que personne n'aurait questionné les ordres de Vader lorsqu'il était en charge du Devastator, parce que le Devastator, c'était le vaisseau à Vader avant. Puis là, finalement, il fait juste comparer à Vader en se disant personne n'aurait osé le contredire lui. Puis pourquoi moi, on me contredit? Là? Fait qu'on voit un peu que son ego en prend un coup puis qu'il n'aime pas du tout ça, faire affaire avec lui. Puis même là, c'est là qu'on voit un peu qu'à l'époque, quand que Vader est en charge du Devastator, lui, Montferrat, il était son subordonné à Vader dans le passé, puis qu'il avait vu plusieurs impériaux se faire étrangler, là, le fameux Force Choke de Vader. En tout cas, il en a vu plusieurs autres impériaux se faire étrangler comme ça devant ses yeux. Puis lorsqu'il voit, par la suite, lorsqu'il voit sur l'écran le vaisseau amiral de Vader, l'Executor, ça c'est le nouveau vaisseau à Vader, Montferrat, il dit comme quoi qu'il aurait presque souhaité que Vader l'ait pris comme officier pour servir sur le pont de l'Executor, mais finalement, il est quand même content
d'être en charge du Devastator. Là, c'est quand même un vaisseau historique qui a servi lors du blocus de Hoth et qui a déjà fait une fois, qui a déjà capturé la princesse Leia Organa. Donc, tu sais, il comprend quand même qu'il est sur un vaisseau très important, là. Fait qu'on voit que c'est encore une fois un impérial qui veut juste devenir de plus en plus important dans l'Empire. Puis, tu sais, on s'entend, là, la bataille de Hoth, ça, c'était la grosse bataille au début du deuxième film, l'Empire contre-attaque. Donc, c'est le fun de voir un peu ce lien-là avec ce vaisseau-là qui parlait un peu dans cette nouvelle-là. Puis là, on apprend par la suite comme quoi que, plutôt l'officier du pont informe Montferrat que la flotte rebelle vient tout juste d'émerger de l'hyperespace. Là, par la suite, on revient à la flotte rebelle. Ben non, la flotte rebelle constate que le bouclier de l'Étoile Mort est actif et qu'ils sont bloqués par une gigantesque flotte de destroyers impériales. Puis là, évidemment, l'ordre de garder l'arrière est annulé. Puis là, maintenant, ils doivent se joindre à l'attaque pour aller attaquer les destroyers. Là, Fox reconnaît le vaisseau, le Devastator, le vaisseau que Vader commandait et qui a tué sa famille dans le passé. J'imagine que c'était pendant Hoth. Il me semble que c'était ça, si je me rappelle bien de mémoire. Alors là, il décide de lancer l'attaque de l'escadron Blade sur le fameux Devastator. Mais à ce moment-là, il y a 2 douzaines de TIE Interceptor qui sortent de l'arrière du destroyer. Fait que là, maintenant, on voit que Gina Moonsong tente de se frayer un chemin vers le Dévastateur à bord de son B-Wing. Puis là, je dirais que leur escadron, là, tout ce qu'ils espèrent, c'est de réussir que certains B-Wing se rendent au vaisseau pour réussir d'être assez proches pour faire au moins une attaque. Là, on revient à Montferrat qui est surpris par l'audace des rebelles de s'en prendre comme ça à son vaisseau. Puis là, il se met à déplacer son vaisseau pour s'assurer qu'aucun des vaisseaux rebelles puisse atteindre la station. Je pense que c'est la station, l'étoile de la mort, là, évidemment. Là, on voit que Grad, le pilote de taille, veut absolument combattre le meilleur pilote rebelle. Puis même que là, il dit comme quoi qu'il aurait tellement aimé ça, pouvoir s'en prendre à Skywalker dans un combat de, un contre l'autre, vaisseau contre vaisseau. Mais là, il n'est pas là. Fait qu'à la place, il essaie de localiser, à l'aide d'un vieux truc, le leader rebelle. Puis un peu de la façon qu'il s'y prend pour faire ça, c'est qu'il va scanner, rechercher le vaisseau qui reçoit le plus de transmissions, des transmissions com. Puis là, ensuite, il va enregistrer la position de ce vaisseau-là dans son ordinateur de visée pour justement se lancer à l'attaque de lui. Bon. Un truc comme ça qui fait du sens quand on pense à ça. Là, ils sont capables de scanner les communications. J'avoue que lui qui en reçoit le plus, c'est évidemment un vaisseau important dans la flotte. Là, on voit que la station est opérationnelle et détruit un croiseur rebelle. Ça, je pense qu'on le voyait même dans le film. Il me semble que l'Étoile Noire, à un certain moment, même si elle n'est pas toute construite, le rayon fonctionne. Puis là, elle détruit un vaisseau dans l'espace. Donc, ça doit être un peu cette image-là qu'on dit dans la nouvelle. Là, on voit que l'amiral Akbar et le général Calrissian ordonnent à la flotte rebelle d'engager le combat contre le destroyer impérial. Mais Fox, lui, présentement, il y a un autre problème immédiat qu'il faut absolument qu'il s'occupe. Il y a 3 intercepteurs qui sont après lui. Puis là, évidemment, il y en a 2 qui se font détruire, mais il en reste un dernier tenace qui le suit de très près. Puis là, il essaye de le semer, mais l'autre, il ne lâche pas du tout. Puis même qu'il se rapproche. Finalement, ses senseurs lui montrent que l'ennemi charge ses lasers pour le coup final. Puis là, Grad, lui, de son côté, il tire sur les wings parce qu'évidemment, c'est lui le vaisseau qui est en train de pourchasser le vaisseau de Fox. Puis là, on voit qu'il y a des parties du vaisseau de Fox qui commencent à prendre feu, mais il reste toujours opérationnel. Puis là, toute sa concentration est nécessaire pour continuer de suivre le pilote malgré ses manœuvres d'évasion. Puis là, il se rappelle que dans le passé, il avait déjà été impressionné par les habiletés intuitives des pilotes rebelles, mais maintenant, il est un peu au-dessus de tout ça. Il a tué tellement beaucoup trop de pilotes rebelles que pour lui il n'y a pas besoin d'accorder le moindre crédit à ces pilotes-là. Puis évidemment, comme un peu on disait tantôt, comme quoi sa vantardise, tout ça, ça va justement se virer contre lui parce que comme il est trop occupé à ne pas faire attention à tout ça, c'est pour cette raison-là qu'il arrivera ce qui arrivera,
le vaisseau de Fox le prend complètement par surprise. Puis là, ben, on voit qu'à la dernière seconde, Fox, ben, il fait comme un flip avec son A-Wing en dessous de l'intercepteur en exécutant des tonneaux extrêmes là, qui vont y procurer énormément de forgés. Là. Puis là, on va voir que l'intercepteur, ben, il se fait détruire. Mais malheureusement, Fox, il n'a pas le temps de célébrer parce qu'il voit que toutes les lumières d'alarme de son cockpit s'allument. Puis en plus, il commence à s'étouffer dans son sang parce qu'on voit qu'il est blessé puis ça va pas très, très bien. Fait que là, on va revenir à Stram qui voit justement son commandant Fox qui est en train de quitter l'attaque en faisant des spirales puis de tenter de reprendre le contrôle de son vaisseau. Il n'a même pas le temps de penser à savoir si son leader va s'en sortir, s'il va réussir à s'en sortir. Parce que lui, il doit retenir les autres TIE Interceptors pendant que Gina Moonsong, elle, prépare les données de l'attaque. Puis là, on revient à Montferrat qui a honte du rôle qu'il joue dans cette attaque-là. Tout ça parce que Grad, tout ça à cause de l'incompétence de Grad qui s'est fait tuer et qui a comme aggravé la petite menace qui était les rebelles sur le Dévastateur. Là, il n'y a même plus de TIE Interceptor disponible pour l'aider, puis il ne peut pas demander l'aide d'autres vaisseaux impériaux. Donc, il n'y a comme aucun autre choix que de se préparer à attaquer à bout portant les vaisseaux rebelles qui restent. Là, on voit que Moonsong, elle a un plan maintenant. Elle a réussi à faire des calculs. Puis, rien de spectaculaire, mais c'est le mieux que l'ordinateur de son vaisseau pouvait calculer avec le temps qu'elle avait. Puis là, elle doit attaquer seule. Mais à ce moment-là, il y a 2 TIE Interceptors qui commencent à la menacer. Là, c'est là qu'on voit que Stram réussit à les éliminer puis qu'il va joindre à elle pour l'attaque finale. Puis là, évidemment, les deux lancent leur torpille à protons directement sur le point faible du Dévastateur. Puis là, on voit que l'hyperdrive explose. Puis tout ça va causer une réaction en chaîne qui va faire exploser le générateur principal du vaisseau. Là, on revient à Montferrat qui sort son pistolet, puis là, il tire sur l'officier qui est en train de paniquer sur le pont. Là. Puis là, le vaisseau est en train de complètement se détruire, évidemment. Puis le bouclier de l'étoile noire tombe à ce moment-là. Puis là, il regarde pour la dernière fois le pont et retire tranquillement ses gants noirs et les dépose sur la console qui est complètement détruite. Puis là, tu le vois juste comme quoi qui est résigné, là, il sait que c'est la fin. Donc, à ce moment-là, Stram contacte l'amiral Akbar pour l'aviser que le général Calrissian a maintenant le champ libre vers l'étoile noire. Puis là, Stram, Moonsong et Moonsong semblent être les seuls survivants, mais ils entendent Fox, qui est toujours là, je m'imagine par les coms. Malheureusement, son vaisseau a subi de graves dommages. Puis là, Moonsong, elle lui dit de s'éjecter, mais cela est impossible dû aux dommages de son vaisseau. Elle veut l'intercepter, mais Fox l'oblige à rejoindre le reste de la flotte pour poursuivre l'attaque sur l'étoile noire. Évidemment, tout est plus important présentement que sauver Fox. Là, il faut que tu ailles détruire l'étoile noire. Fait que lui, il sait, là, perdez pas votre temps, venez me sauver. Puis là, évidemment, ben là, elle le regarde. Elle regarde le vaisseau de Fox qui disparaît tranquillement de son écran arrière. Puis là, elle est devant. Puis devant elle, ben, se trouve l'étoile noire. Fait que c'est comme ça que se termine cette petite nouvelle-là. T'sais, c'est sûr que c'est un petit texte. Là, c'est quand même le fun d'avoir une histoire un peu qui vient juste ajouter une petite affaire sur un film qu'on connaît énormément, là, même si c'est juste un petit moment. Des personnages que je ne sais même pas si on va les voir. Je pense que oui. Je pense qu'il y a une autre nouvelle, en tout cas, plus tard, là, avec cet escadron-là. Donc, j'imagine qu'on va en entendre parler éventuellement. Je vous dirais, d'habitude, je prends le temps de vous donner comme le meilleur moment, qu'est-ce que j'ai aimé le plus, tout ça. On s'entend, là, c'est une très courte nouvelle. Fait que, j'ai pas vraiment de moment clé à ressortir de ça. Peut-être, j'ai quand même aimé le personnage Montferrat, là, juste parce que c'est un méchant impérial, puis c'était quand même intéressant. Mais tu sais, bref, côté mon appréciation, ça reste une courte histoire, mais j'ai trouvé que c'était quand même intéressant, puis c'était léger. Puis, tu sais, juste que ça se passe durant la bataille finale de Endor, ben, c'est quand même très cool. Puis, comme je vous disais, là, le personnage Montferrat est quand même intéressant. Puis, juste d'avoir en tête la tête de l'acteur Mads Mikkelsen, ça aide beaucoup à imaginer un peu ce personnage-là. Donc, je vous suggère, c'est quand même, c'était une bonne petite histoire. Puis, c'est la première de nos épisodes en lien avec l'univers canon. Fait que c'est quand même le fun. On a brisé la glace avec ça. Puis, je suis déjà rendu à vous parler de ce qu'on va parler au prochain épisode de canon de Star Wars.
Puis ça va être une autre nouvelle. Cette fois-ci, le titre, c'est 1000 Levels Down de Alexander Freed. Puis cette histoire-là va se passer à l'an 0, donc l'année du premier film A New Hope. Puis ça avait été publié dans le Star Wars Insider 151. Puis rapidement, là, un peu, si on veut faire le synopsis de ce qui va se passer dans cette nouvelle-là, c'est tout simplement après la destruction d'Alderaan, 2 réfugiés aldéraniens fuient la persécution impériale sur Coruscant. Fait que, on s'entend, c'est quand l'Étoile Noire détruit la planète Alderaan, ben là, on a 2 réfugiés qui sont rendus sur Coruscant, puis on va suivre un peu qu'est-ce qui se passe pour ces 2 personnages-là. Si jamais vous êtes intéressé à aller lire la courte nouvelle avant le prochain épisode, ben, vous pouvez le faire. Si vous voulez lire en français, c'est disponible gratuitement sur le site starwars-universe.com. Puis c'est en français. Puis le titre sur le site, ils l'ont traduit par, c'est très simple, 1000 niveaux plus bas. Donc, je vous invite à aller voir ça, puis on va pouvoir s'en reparler très bientôt au prochain épisode. Sinon, comme toujours, si vous voulez communiquer avec moi, ben, je vous invite à le faire encore une fois sur... si vous voulez le faire en audio, sur speakpipe.com/ma semaine Star Wars. Sinon, évidemment, j'ai le courriel masemaine-star-wars@gmail.com. Puis aussi, peut-être aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube, Ma Semaine Star Wars, où je publie plein de petites courtes vidéos en lien avec les livres que je lis, tout ça, puis les livres que j'ai reçus. Comme ça, vous pouvez les voir de façon visuelle. C'est des courtes vidéos de moins d'1 minute, donc c'est pas très long. Évidemment, j'ai ma page Instagram, Ma Semaine SW. Puis sinon, ben, l'épisode est disponible pas mal sur toutes les plateformes là, comme Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio, Deezer, TuneIn, Amazon Music et Audible. Merci beaucoup d'avoir été là. C'était très le fun. Petit épisode aujourd'hui intéressant de l'univers canon. Puis nous, ben, on se dit très bientôt. Puis encore une fois, n'oubliez pas d'aller lire du Star Wars et écouter du Star Wars. Salut!